Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode un petit peu particulier. Je me présente, si vous me connaissez pas, bien sûr que vous me connaissez pas, hein, c'est pas comme si j'avais un machin, bref, on s'en fout. Je me présente, je me nomme Ben Toubab, je suis auteur, illustrateur, surtout conte illustré comme vous pouvez le constater juste ici. Mais je fais aussi du livre illustré, un petit peu de bande dessinée, du jeu de société. Bref, de l'illustration et de la conception un petit peu de tout ça, toujours en micro-édition et en auto-édition, c'est un peu mon principe. Et du coup, je vous parle de tout ça, et pour une fois, la pub du début. L'auto-promo du début va servir à quelque chose, parce que du coup, pendant cet épisode-là, on va pas tester de matériel, on va dessiner un petit peu. Mais je voulais surtout vous présenter un petit peu l'univers de Belquette. Pourquoi? Parce que j'ai lancé un Ulule il y a quelques jours, sur des petites nouvelles illustrées. Le Ulule s'appelle Petites histoires d'un petit monde. Et du coup, voilà, je voulais vous parler un petit peu de tout ça, faire un épisode un petit peu là-dessus. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, faut vraiment pas hésiter à ce propos, j'y répondrai avec plaisir. Je voulais vous raconter un petit peu l'histoire de Belquette vite fait, on va pas se prendre trop de temps, et puis après on va dessiner un petit truc, et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va dessiner. Ça commence en quelle année? Rappelez-vous, en 2014, non, hein, vous étiez un peu occupé à autre chose. Bon bref, en 2014, j'ai arrêté de dire n'importe quoi. En 2014, en fait, avec mon épouse, on a créé Belquette. Ce conte, ce livre-là que vous voyez juste ici. On a cherché des maisons d'édition, on n'a rien trouvé, et surtout on n'a pas eu on a eu des réponses de quelques maisons d'édition, mais la plupart nous ont pas répondu. Et on connaissait pas le financement participatif, on en a entendu parler, on s'est dit bah écoute, on tente le coup. Moi je m'étais dit bah voilà, c'est une bonne façon de voir si ça peut trouver un public. Si ça trouve pas de public, c'est pas grave, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres choses à faire. Si ça trouve, tant mieux quoi. Et du coup en 2014, pour faire court, il a trouvé son public, on a dépassé les 100%, tout ça c'était super. Et du coup moi j'ai découvert un petit peu le financement participatif grâce à ça. J'ai découvert surtout voilà une plateforme qui me permettait de proposer un projet et de voir si des gens étaient intéressés par ce projet. Et moi, pour moi, ça a quand même vachement changé. Juste pour faire une aparté là-dessus, le financement participatif, moi, ça a vraiment changé la donne de mon côté en tant qu'auteur-dessinateur, parce que j'étais plus dans dans une espèce comment on dit ça? Dans un espèce de mouvement, j'ai pas le mot exact, mais dans cette espèce de chemin que tout le monde emprunte, où en tant que dessinateur, soit on trouve un scénariste, soit on a déjà un scénario et on propose à un éditeur quelques pages, et si l'éditeur en veut, tant mieux, sinon ça tombe à l'eau. Et du coup, en fait, ce que je trouve dommage avec cette méthode-là, je trouve ça intéressant. Alors, je trouve ça, on va faire les points positifs et les points négatifs, je trouve ça intéressant quand on est à la recherche d'un éditeur, je trouve ça intéressant dans le sens où on peut potentiellement matcher avec quelqu'un qui va vraiment trouver notre univers, notre patte graphique, tout ça intéressante, et qui va mettre ça en avant, qui va dire concrètement, le rôle d'un éditeur principal, c'est ça, hein, le rôle d'un éditeur, c'est dire, moi je crois en ton projet, on le fait ensemble, et bien sûr, bah forcément, comme je mets des billes dans ton projet, bah je vais récupérer, ce qui est tout à fait logique, hein, mais du coup, on est beaucoup... on est sur ce principe-là. Et moi, je trouve personnellement, de ce que je vois en festival, tout ça, c'est mon point de vue, que beaucoup d'éditeurs aujourd'hui ne font plus ce taf-là. D'ailleurs, beaucoup d'éditeurs maintenant se retrouvent en financement participatif. Et pourquoi pas, hein, pourquoi pas, c'est pas une critique négative ou quoi que ce soit, hein, c'est un constat, hein, c'est un constat. Et je me dis, l'époque où un éditeur mettait les bits de sa société, de son entreprise dans ton projet, et ben, entre guillemets, à un moment donné, il fallait qu'il le fasse fonctionner, ce projet. Il était un petit peu dans cette obligation, dans ce truc de dire, bon, bah, moi, j'ai mis des billes là-dedans, va falloir que ça marche, quoi. Va vraiment falloir que ça marche. Le matos est là, le créateur a fait ce qu'il fallait, maintenant, c'est à moi de le mettre en avant. Et moi, personnellement, je me rends compte de plus en plus, en tant que public je vais y arriver, en tant que public de festival BD et en tant qu'intervenant, en tant qu'auteur, dessinateur en festival BD, pour discuter avec les collègues, avec les amis, je me rends compte que ça, c'est plus trop d'actualité. C'était pour faire un topo vite fait là-dessus. Bon, moi, en tant que public, en tant que vraiment personne qui va voir un dessinateur pour avoir une dédicace, je me suis déjà retrouvé dans un festival très connu. Je ne devais pas donner de nom quoi que ce soit. Dans un festival très connu, samedi, donc entre guillemets premier jour de festival, à 14h, la personne à qui je veux faire dédicacer, je découvre un dessinateur que j'aime bien. Ce dessinateur, cet auteur n'a plus de BD. Donc voilà, on est samedi, il y a encore tout samedi après-midi et tout dimanche, et
l'éditeur n'a pas prévu assez de bande dessinée. Donc à un moment donné, il faut se poser des questions, quoi. T'es en festival, tu prévois pas assez de bande dessinée pour ton auteur qui est là en plus, qui prend du temps pour venir dédicacer, pour rencontrer son public, et il peut pas rencontrer son public parce que t'as pas fait le taf en tant que imprimeur, éditeur derrière. Donc voilà. Enfin bref, je voulais vous faire la vidéo là-dessus aussi parce que pour moi, je me disais, ça pouvait être intéressant de, voilà, d'avoir un petit peu l'envers du décor. Alors moi j'ai j'ai eu 2 ou 3 contrats avec des éditeurs, donc j'ai pas une vraie expérience avec les éditeurs, hein. Donc c'est pour ça que je précise bien que tout ça c'est vraiment ça, c'est mon petit cercle à moi, ça ne concerne que moi. Donc voilà. Faut pas prendre pour argent comptant tout ce que je dis, et puis il faut faire votre propre expérience si jamais ce milieu-là vous intéresse. Mais du coup voilà. Du coup, tout ça pour dire que je suis rentré dans ce truc-là en financement participatif, et je me suis dit, bah voilà, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me convient parfaitement, parce que j'édite j'édite et j'imprime la quantité suffisante pour les contributeurs sur Ulule, et pour moi pouvoir faire des festivals et découvrir le truc. Et comme j'ai un petit peu j'allais dire le syndrome, mais je vais pas trouver le bon terme, mais j'ai un peu ce truc là d'avoir un petit peu un projet par an, voire des fois 2 projets par an. Donc du coup moi ce mode là il me convient très bien parce que je les imprime en petite quantité, et je passe vite à autre chose, quoi. Je continue de promouvoir tout ça en festival et tout ça, mais j'enchaîne sur d'autres projets. Chose qui potentiellement pourrait être compliquée avec un éditeur, je me dis aussi, parce qu'il faut faire la promo de son truc pendant 6-7 mois peut-être, et moi j'avoue que c'est un peu mon défaut aussi, hein. C'est un truc que je fais pas. Moi je fais de la promo pour le Ulule, et après je fais vivre ça en festival, mais j'ai pas énormément de posts non plus sur Instagram, sur les réseaux sociaux, où je dis hey, rappelez-vous, il y a Belle Couette et tout ça, quoi. J'essaye de le préciser à chaque fois en début de vidéo pour me présenter et tout ça, et pour prendre cette habitude quand même, mais sinon c'est vrai que je le fais pas assez souvent. Je m'égare encore une fois, désolé, hein, mais du coup ça va être un épisode un petit peu là-dessus. Mais voilà, j'espère que ça vous intéressera quand même. Pour finir sur Belle Couette, en fait c'est la seule série que j'ai tenue sur 4 tomes et un jeu. Pour l'instant, je continue de la tenir, mais du coup, l'histoire de Belle Couette, donc je vais vous expliquer quand même, on va faire ça dans l'ordre. Ça raconte l'histoire d'une petite fille qui a des yeux un petit peu particuliers, comme vous pouvez le constater, parce qu'elle peut voir des petits êtres invisibles qui sont juste ici, hop, et qui régissent notre monde, qui s'occupent de notre monde sans que nous le sachions, et qui se baladent autour de notre monde. Il y a un côté, bien sûr, il y a un côté Minimoy, il y a un côté, comment ça s'appelait ce vieux dessin animé là, les mini-pousses, tout ça, voilà, il y a un côté un petit peu là-dessus, un côté de toute façon simplement lutin, Korrigan, tout ça, voilà, c'est un petit peu dans cet esprit-là aussi. Mais du coup, ça raconte cette histoire-là. Et en fait, à un moment donné, alors les invisibles s'expriment en langue des signes, faut le savoir. Pas parce qu'ils ne peuvent pas parler, mais parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec le brouhaha que les humains faisaient sur Terre, c'était plus simple pour eux de s'entendre de cette manière-là. Donc de temps en temps, ils parlent, mais de temps en temps, assez souvent, ils s'expriment en langue des signes. Et on a fait ça parce que mon épouse est interprète en langue des signes français, donc voilà, c'était important pour elle, et moi aussi, pour moi, c'était important de pouvoir véhiculer ça à travers le conte. On n'a pas voulu faire un truc vraiment didactique sur la langue des signes, tout ça. On voulait juste amener ça pour dire voilà, cette langue-là existe. Potentiellement, ça peut être intéressant de la faire découvrir quand on sait que par exemple avec des enfants en bas âge, avant que l'enfant puisse commencer à parler, des fois c'est ce qui est mis en place pour se faire comprendre. Donc voilà, on s'est dit ça pourrait être intéressant quand même d'en parler. Mais bon, mon épouse pourrait vous parler de ça mieux que moi, mais elle n'est pas là, donc voilà. Donc voilà, on a fait un premier tome qu'on a lancé sur Ulule, et après concrètement on a enchaîné sur je vais pas m'étendre énormément sur le sujet. On a continué sur 3 tomes parce qu'en fait dans le premier tome, qui est plus une histoire du soir, voilà, au niveau du format et au niveau de la façon dont c'est raconté, on est plus sur une histoire du soir, et en fait on a voulu déjà que en fur et à mesure des tomes, l'histoire grandisse avec l'enfant. Donc histoire du soir lue avec les parents. Le deuxième tome est aussi un peu dans le principe d'histoire du soir, mais chapitré. Et si l'enfant veut commencer un peu à le lire tout seul, il peut, ainsi que le premier tome. Et après, dans le troisième tome, il y a carrément une ellipse temporelle, on retourne dans le passé. Donc bon, faut que l'enfant soit en mesure de comprendre ça. Et le dernier tome, qui est vraiment le dénouement, là on entre dans vraiment quelque chose de plus, entre guillemets, plus adulte, quoi, au niveau de l'histoire. Et du coup, Belle Couette comment on dit ça? Je perds mes mots. Va rentrer en contact avec un invisible qui va se rendre compte qu'il arrive à la voir, 2 invisibles exactement. Et du coup, il y a toute une histoire qui se crée par rapport à ça. Je vais pas vous dévoiler l'histoire, mais voilà, c'est sur fond de nature, d'écologie, sur concrètement les petits êtres, les invisibles se rendent compte un petit peu de ce qu'on fait un petit peu avec notre planète, et ils comprennent pas. Donc voilà, c'est sur ce fond-là un petit peu.
en étant bien sûr très très léger. Hein. Bah, le but c'est pas de... Le but, c'est pas que l'enfant se mette à dire ça et se dise « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ont fait mes parents ?» Pas du tout, hein. Pas du tout. Parce que le dénouement est joyeux, hein, le dénouement, voilà. Bref, je vais arrêter de m'étendre là-dessus, comme ça, vous pourrez. Mais voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Tout ça, c'est disponible sur Etsy, c'est disponible avec la campagne Ulule. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et juste pour vous montrer, du coup, le deuxième tome, il est sur ce principe-là. Le premier tome, c'était, du coup, de la quasiment que du dessin numérique. Le deuxième tome, c'est de l'aquarelle, principalement, que j'ai retravaillé, voilà, un petit peu, dans cet esprit-là. Donc il y a du matos, hein, il y a de quoi lire, hein, voilà, il y a de quoi s'amuser. Voilà. Le troisième tome, c'est toujours de l'aquarelle, aussi, avec, voilà, avec une... Je suis resté dans des, dans une dualité de couleurs, en fait, avec, à chaque fois qu'on est dans le passé, on est dans ces teintes un petit peu sépia, sépia sanguine, et à chaque fois, quand on revient dans le présent, on est dans... du bleu, dans des nuances bleues, parce qu'ils sont dans une caverne, je vous en dis pas plus, c'est pour ça que j'essaye de pas trop dévoiler l'histoire. Et voilà un petit peu. Et le dernier tome, je suis revenu au numérique, je me suis dit ça serait marrant de boucler, boucler la boucle de cette manière-là. Le premier tome a été fait en numérique, autant finir le dernier tome en numérique aussi. Et du coup, voilà un petit peu comment ça se passe. Donc il y a pas mal, hein, il y a quasiment plus d'une centaine de pages à chaque fois. Voilà quoi, il y a quand même pas mal de matos, il y a de quoi s'amuser. Avec, il y a de quoi lire, il y a de quoi bouquiner les amis, il y a de quoi bouquiner. Et puis du coup, ouais, ça se lit à partir de... Moi, j'ai commencé à le lire à mes enfants, et on a fait des petites lectures en classe de... C'était quoi? C'était... entre petite et moyenne section, ça reste une histoire du soir, donc c'est des choses qu'on lit vraiment tôt aux enfants. Et voilà, on avait fait on avait fait pas mal d'interventions avec sur Bellecoët, et c'était fort sympathique, il faudra qu'on essaye d'en refaire. Et entre deux, en fait, entre le tome 2 et le tome 3, comme avec mon épouse, on est assez fan de jeux de société de manière générale, je vais pas vous montrer tout ce qu'on a, mais bref, on s'est dit, ce serait quand même marrant pour une espèce d'interaction un peu plus fluide parent-enfant, de faire un jeu de société autour de l'univers de Bellecoët. Et du coup, on a créé Calix. Donc Calix, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes, hein, tout simplement. Hop, il se présente de cette manière-là. C'est un jeu de cartes où le but est d'aider une fleur à pousser. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est même mécanique un peu que le Milborn. On retrouve un peu le principe de système de pioche et de pause. On démarre avec cette carte en main, on pioche obligatoirement une carte d'entrée de jeu, on arrive à 8 et il faut revenir à 7. Soit on a la possibilité de poser une carte, soit on se défausse, tout simplement. Donc si on a la possibilité de poser une carte, il faut les poser dans cet ordre-là. Il faut d'abord le bulbe, puis la terre, puis l'eau. La carte soleil, j'ai l'impression d'être en animation de festival de jeux de société parce que c'est ce discours-là que j'ai. La carte soleil que vous pouvez mettre à n'importe quel moment entre ces trois cartes-là, qui est un petit peu un espèce de joker pour pouvoir... joker, pas vraiment un joker. Une carte que vous pouvez démarrer. Pour si jamais vous n'avez pas le bulbe entre les mains mais que vous avez un soleil, vous pouvez quand même déjà poser un soleil, ça permet d'avancer un petit peu et de pas se retrouver bloqué. Mais par contre, bien sûr, il faut que la carte soleil soit là avant la première carte tige, parce que s'il n'y a pas de soleil, ça ne peut pas pousser les amis, c'est bien dommage. Et on continue du coup sa petite plante avec ses 3 étages, et du coup on pose le premier qui pose la carte fleur gagne la partie. Chacun fait sa fleur et c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Ça c'est le premier mode de jeu, et en fait on a fait un premier mode de jeu vraiment plus pour enfants. À partir de... on avait mis à partir de... on avait mis... à partir de 4 ans, mais du coup 4 ans accompagnés. Nous, on a fait des parties, pareil, en petite section et en moyenne section, et ça fonctionnait assez bien, mais bien sûr, il faut accompagner les enfants, parce que tout seul, ils s'en sortent pas. Mais à partir de 6 ans, moi je me suis retrouvé en festival avec des enfants de 6 ans qui savaient gérer. Je leur ai expliqué une fois les règles et puis ça fonctionnait, il n'y avait pas de souci. Parce que bien sûr dans le jeu ça va pas être aussi simple, vous allez tomber sur des cartes catastrophes qui vont vous empêcher un petit peu de continuer votre fleur, d'avancer un peu trop vite. Vous avez du coup la carte gel qui vous fait passer votre tour à vous directement, la carte sécheresse qui enlève la carte eau. Ces 3 cartes là vous allez pouvoir les conserver en main et les envoyer à l'autre joueur. Donc la carte sécheresse qui enlève la carte eau à l'autre joueur, il va falloir qu'il retrouve de l'eau pour pouvoir continuer. La carte nuage qui enlève la carte soleil, donc même principe, il faut qu'il retrouve un soleil pour pouvoir continuer. Et la carte tempête, la plus rude, qui enlève un étage, l'étage qui est en cours de construction. Si vous avez, que ça qui est sorti de terre, du coup elle va enlever que ça. Si jamais vous avez cet étage là, mais ici vous avez que la tige, elle va enlever que la tige, elle va pas enlever l'étage du bas. Voilà un petit peu l'idée. Ça c'est le premier mode de jeu que vous avez. En fait, comme je disais, voilà, premier mode de jeu vraiment plus pour enfants. Et en fait après on a 2 autres modes de jeu.
tout ça dans la même boîte, hein, bien sûr. On augmente le nombre de cartes à chaque fois. Et du coup, dans l'autre mode de jeu, dans les 2 autres modes de jeu, on passe à 8 cartes en main. On prend une carte, on arrive à 9, revenir à 8. Et du coup, voilà, vous avez les personnages de Belquet qu'on retrouve qui interagissent dans le jeu. Et après, vous avez les personnages plus des compagnons. Ça devient un joyeux bazar, mais c'est rigolo. Voilà un petit peu l'idée pour le jeu, et voilà un petit peu ce qu'on a fait avec l'univers de Belquet. Je me suis dit au début j'allais juste vous présenter le Ulule, mais au final je me suis dit que ce serait plus intéressant de vous montrer tout ça déjà dans un premier temps. Et donc le Ulule, qu'est-ce que c'est le Ulule? Je peux pas vous montrer les images parce que hélas je n'ai pas encore le BAT du livre, je vais le recevoir dans pas longtemps normalement. Mais du coup c'est en fait un recueil de nouvelles. On sort un peu de l'univers, de l'histoire de Belquet. L'histoire de Belquet est bouclée, et du coup, pour l'instant, le personnage, voilà, reste de côté. Mais je me suis dit, ce serait intéressant de s'intéresser tout simplement au monde des invisibles et de voir un petit peu, de développer ça. Donc voilà, pas mal d'histoires qui, pour l'instant, ont des petits liens, mais ce qui m'intéressait surtout dans ce premier tome de nouvelles, il y a 5 nouvelles, et je voulais qu'on retrouve un petit peu les personnages de Belquet. Donc il y a la plupart, non, en fait, la plupart des nouvelles, on retrouve les personnages de Belquet qui font des apparitions ou qui sont même constamment là, et des fois ils sont là et puis on se rend compte à la fin qu'ils sont là. Bref, je vous en dévoile pas plus. Donc 5 nouvelles illustrées, même principe. On reprend un peu le principe du premier roman, où en fait voilà, c'est écrit assez gros. Pareil, le but c'est que l'enfant le lise un peu tout seul. Bien sûr, vous pouvez le lire avec lui, hein, il y a pas de règle par rapport à ça, mais l'idée voilà, c'est qu'il l'ait entre les mains. J'aimais bien l'idée de nouvelles parce que pour avoir fait des premiers romans avec ma fille, je me suis rendu compte, ma fille qui est pas trop branchée lecture par exemple, elle avait tendance à se rendre compte du volume et se dire oh là là, voilà, c'est trop et tout ça. Donc je me dis, les nouvelles, l'avantage c'est quoi là, ça fait il y a 100 pages en tout, donc il y a quoi, ouais, il y a une vingtaine de pages par nouvelle, un truc comme ça. Donc bon, ça va quoi, ça se lit quand même relativement vite, et voilà. Et moi tout ce qui est recueil de nouvelles, j'aime assez. Bien sûr, j'aime bien les histoires complètes, mais je trouve que c'est pas mal aussi d'avoir des nouvelles, d'avoir des petites histoires qui se lisent assez rapidement et qui permettent de comprendre un univers. J'ai beaucoup aimé ça avec Tolkien par exemple, avec les contes du premier âge, second âge, tiers âge, si je dis pas de bêtises. Et du coup voilà, c'était toute cette série de bouquins, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup dévoré parce que en connaissant un peu le Seigneur des Anneaux, j'arrivais à repérer, à me dire ah ça se passe là, ça se passe avant, ça on rejoint les nains, ça on rejoint Glóin, tout ça, machin, Thorin et compagnie. Bref, hein, j'aimais bien cette idée-là, donc j'ai essayé modestement à mon petit niveau de reproduire un petit peu ce principe-là. Écoutez, on va commencer à dessiner et puis je vais vous continuer à vous expliquer le truc en dessinant. Comme ça, vous aurez autre chose à regarder que juste ici. Mais voilà, bah écoutez, en tout cas, le Ulule est lancé. Si jamais ça vous intéresse, voilà, ça sera disponible pour Noël. Voilà, ça sera sous le sapin pour ceux qui commanderont pendant la période de Ulule. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis moi, ça me filera un coup de main pour pouvoir imprimer le fameux tome. Voilà un peu l'idée. J'essaie de réfléchir, mais là, je pense que pour Belquet, je vous ai à peu près tout dit. Qu'est-ce qu'on va dessiner? Alors, petit aparté là-dessus, avant de reprendre sur le Ulule, qu'est-ce qu'on va dessiner, les amis? On va dessiner du Belquet, hein, forcément, mais comme à chaque Ulule, j'essaye de faire des petits cadeaux pendant la campagne. Là, l'idée, les copains, c'est que je vais faire... Et j'ai pas d'exemple à vous montrer là, bien sûr, hein, sinon c'est pas drôle, mais je vais vous montrer à la fin ce que ça donne. Je vais faire des petits personnages que je vais redécouper. Je fais ça en festival, et il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si je les vendais. À la base, c'est pour faire de la déco. Si vous allez sur mon compte Instagram, c'est pour faire de la déco de stand à la base. Mais il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Oh, vous les vendez pas » et tout ça. Et non, bah, je dis « Ah non, je les vends pas, c'est vraiment pour décorer mon stand. » Et c'est des petits personnages que je fais sur un papier assez épais. Donc là, je suis sur du Magnani 640 grammes, un papier que j'adore, papier aquarelle que j'aime beaucoup. Et voilà, l'idée, c'est que je fais des petits personnages, je les redécoupe vraiment à la forme, et je les installe sur mon stand, j'allais dire, quand je suis en festival. Et là, je me suis dit que ce serait rigolo d'essayer de faire ça. Est-ce que je devais vraiment dessiner avec lui? C'est ça la question. Peut-être pas. Je me suis dit que ce serait rigolo de faire ça pour le Ulule et de vous les offrir, en fait, tout simplement. L'idée, du coup, c'est que... Hop, je vais tailler ça en même temps. L'idée, c'est que je vais faire une loterie tous les 25%, je pense.
tous les 25%, et si on dépasse les 100%, je passerai plus à tous les 10%, je pense. Je ferai une loterie. Et l'idée de la loterie, bah voilà, c'est tout simplement de tirer quelqu'un au sort qui gagnera avec son pack, avec sa contribution sur Ulule, un petit personnage comme ça. Donc il va faire à peu près, je vais essayer de diviser pour avoir personnage un petit peu sur ce format-là, donc un peu plus petit que du A5, entre du A6 et du A5. Voilà, un petit original que vous pourrez poser chez vous, ou offrir, ou encadrer, comme vous le sentez. Voilà un petit peu l'idée. On va se mettre là-dessus tout de suite. On va commencer, on va se faire... Est-ce qu'on se fait une petite belle couette pour commencer? Ça pourrait être rigolo. Allez, on va se faire ça pour commencer. Oh, en même temps, est-ce qu'on se fait une petite belle couette alors que justement, je me viens de dire que l'histoire de belle couette était finie. On va se faire un petit invisible, ce sera beaucoup plus en accord avec l'idée. C'est parti. Je vais essayer de les faire pas trop gros, mais j'ai envie en même temps que vous ayez des trucs sympas, quoi. Donc ouais, du coup, je me suis auto-coupé avec le Ulule, je sais plus ce que je disais. Mais on va retrouver. Je vais y arriver. Mais oui, donc voilà, le but c'est de faire, c'est de continuer les nouvelles, et le but définitif de tout ça, ce que j'aimerais faire dans l'absolu, c'est vraiment avec l'univers de Petit Pied, des Invisibles et tout ça, faire un JDR vraiment plus axé pour enfants, donc un jeu de rôle, et avec lequel les enfants pourront voilà, se prendre pour des petits invisibles. Et puis je me dis, j'avais vu ça avec les Légendes de la Garde, par exemple, David Peterson qui avait fait un JDR avec son univers où justement on joue le rôle d'une souris. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, au-delà du côté médiéval et tout ça, qui est déjà vraiment canon, ce que je trouvais intéressant avec ce qu'avait fait David Petersen, c'est du coup de se dire, bah ok, je suis une souris, du coup, je suis à la taille d'une souris. Donc, comment j'évolue dans un monde quand je suis à la taille d'une souris. Donc, je me dis, ça change complètement voilà, entre guillemets, notre comportement, se dire, bah voilà, si je veux monter sur une table, bah, c'est toute une affaire, en fait, c'est toute une histoire. Et je me dis, pareil, avec les Invisibles, ça peut être rigolo voilà, d'avoir ce contexte-là, en sachant qu'ils peuvent, entre guillemets, disparaître et réapparaître, donc il faut que je réfléchisse un peu à tout ça, mais j'aimerais beaucoup réussir à comment dire, j'allais dire, je sais pas si c'est le bon mot, mais à contextualiser tout ça dans des règles, et puis voilà, une fois que j'aurai, je pense, 3, 4 tomes, ouais, même moins peut-être, hein, mais en tout cas 3 tomes, je pense que 3 tomes des nouvelles, dans lequel j'essaierai de bien étendre l'univers. Là, je me dis, ça pourra être intéressant de commencer à envisager, bah voilà, maintenant, c'est vous êtes un invisible, qu'est-ce que vous faites dans ce monde-là, comment vous évoluez, quelles sont vos caractéristiques. Donc voilà. Le but définitif, c'est vraiment ça, parce que je suis assez fan de tout ce qui est GDR, alors que j'en fais pas tant que ça, j'en fais quasiment pas, j'en ai fait 2-3 vite fait, mais je trouve que j'ai vu que ce soit avec mes enfants ou en festival avec d'autres enfants, la façon dont ça développe l'imaginaire des enfants, je trouve ça fou. Je trouve ça fou de se dire qu'avec juste un papier, un crayon et des dés, ils sont partis, quoi, ils sont partis. Et nous, même en tant qu'adultes, on part facilement. Moi, j'arrive à me projeter assez facilement dans un personnage. Mais je me dis, ce truc-là, justement, c'est un super exercice. C'est un super exercice dans tout, en fait, je me rends compte. C'est un super exercice en tant qu'enfant pour développer l'imaginaire. Et c'est un super exercice en tant qu'adulte, juste pour se dire, sortir un peu de son quotidien, sortir un peu de la vie qu'on mène, et puis se dire, bah voilà, là, je vais vraiment, je vais dire une bêtise, hein, voilà, là, je suis un elfe, et du coup, voilà, je suis dans ce contexte-là, dans ce monde-là. Et puis, ça peut être très sérieux, quoi. Il y a des contextes géopolitiques qui se mettent en place, tout ça. Il faut se positionner par rapport à ça. Donc il y a tout ce truc-là qui est de manière générale dans les JDR qui est super intéressant, je trouve. Donc voilà. L'idée, au final, ce serait ça. J'arrête pas de faire bouger le truc, je suis désolé. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre, garder un œil sur le chat. Et limite le côté JDR, j'aurais bien aimé l'intégrer tout de suite dès le tome 1, mais il faut vraiment que... Je pense peut-être dès le tome 2, je commencerai à... je me dis, ce qui pourrait être sympa aussi, c'est de commencer à amener tout doucement
la personne, le lecteur, a essayé de faire ça. Donc peut-être déjà dans le tome 2, garder des pages un peu vierges à la fin, s'il a envie de créer son histoire avec l'univers de Belquet, faire une sorte de fanfiction ou un truc comme ça. Je me dis ça peut être intéressant. Et puis amener tout doucement vers, bah voilà, maintenant peut-être que tu peux commencer à faire jouer ton histoire, enfin bref, voilà quoi, développer tout ça, parce que ouais, je trouve ça vraiment, je trouve le contexte, l'idée très intéressant de ce côté-là. Et je me rends compte que je n'ai pas changé mon eau de mon dernier festival. Regardez l'état de ce truc. On dirait du goudron. Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est pas grave, je vais pas utiliser cette eau-là. Je vais utiliser un peu d'eau, hop, de mon verre là-dedans, et ça ira très bien. Je vais me faire un petit truc. Regardez, technique, hop, attention. J'en ai pas besoin de tant que ça, donc ça ira très bien. Vous allez voir, normalement, alors, la plupart du temps, je le fais plus sur du Arch, mais je pense que le McNanny ne devrait pas me décevoir de ce côté-là. Et à chaque fois, je trouve que le résultat... je trouve que le papier joue énormément. Vous allez voir pourquoi. Comparé à... Bon, j'aurais pas de comparatif à vous montrer, ce qui est un peu dommage. Mais comparé à des celluloses et tout ça, là, le fait de bosser sur du 100% coton et d'avoir le temps le temps vraiment de gérer... je vais y arriver, de gérer le temps de séchage de son aquarelle, ça change tout quoi, au niveau du dessin. Et je me rends compte que je fais des choses entre guillemets un peu plus épurées. Généralement, j'ai l'habitude de vraiment charger un peu le tout. Et là, généralement, je sais pas si c'est le papier, la façon dont l'aquarelle sèche sur le papier fait que en fait ça me suffit. J'ai pas besoin le besoin d'aller plus loin. Pas très clair ce que je dis, comme d'habitude. Désolé hein, pour ceux qui étaient là au début, qui ont trouvé cette présentation chaotique, hein, je ne sais pas, je peux pas faire mieux. Hein. J'étais à mon maximum là les gars. Et puis j'ai complètement oublié de préciser que pour Belquet, du coup, mon épouse était au scénario et moi au dessin, hein, bien sûr. Et que là, du coup, pour les nouvelles, c'est quasiment que moi qui ai écrit. Et vous inquiétez pas, tout a été... Il y a eu des relectures, tout ça, donc visiblement, je me débrouille quand même un peu mieux à l'écrit qu'à l'oral. Hein. Visiblement, je m'en sors quand même un peu mieux. Les cheveux, quelle couleur pour les cheveux? On va peut-être pas faire les cheveux tout de suite, comme ça la peau, oui la peau, elle a le temps de sécher. J'ai oublié de faire les oreilles par contre. En fait, je me rends compte que sur ce papier-là, j'aime bien y aller par touche comme ça, de couleur par-dessus, une couleur déjà posée en fait. Je trouve que le côté fondu et tout ça fonctionne tellement bien qu'il n'y a pas besoin de trop charger non plus le truc, quoi. Tiens, on va faire du vert déjà pour le bonnet. Ce sera déjà pas mal. C'est-à-dire qu'il fut un temps, je maudissais un peu les papiers avec un grain trop épais ou avec un rendu trop rêche comme le Arch ou celui-ci. Et au final, maintenant, j'adore ça. Comme quoi. Oh là là. Une belle diffusion sur ce papier, c'est un truc de fou quand même. Très agréable, très agréable. Allez, en contraste, on va lui faire... Ah, on pourrait lui faire les cheveux rouges, ce serait beau, un beau rouge bien vif, là. Mais qui s'emballe tout seul. Ah, dis donc, si on lui faisait des cheveux rouges. Pour être sympa, là, cheveux de feu, on va l'appeler. Ah, je pense qu'il va falloir que je retaille mon pinceau.
Ça va diffuser un peu, mais c'est pas grave. Ça devrait être joli quand même. Putain, le violet, il a vachement débordé, mais c'est pas grave, ça va faire un truc rigolo. Il a vachement débordé sur le haut du bonnet. Je suis partagé, hein, j'ai envie de le rectifier, en même temps j'ai envie de le laisser comme ça. Faut laisser vivre l'aquarelle. Faut que ça vive. Il a les cheveux touffus, ouais c'est ça, sinon ouais on peut dire que ses cheveux... C'est vrai que j'ai pas, je fais rarement les cheveux qui dépassent du... Je les fais à chaque fois qui dépassent du bas, mais je les fais rarement qui dépassent du bonnet, ça pourrait être marrant, on va voir. On va voir si on peut rectifier le truc. Je vais juste lui refaire, tiens, juste lui foncer un tout petit peu les cheveux avec un genre de machin, de lit de vin, un peu de couleur un petit peu plus foncée. Pour apporter un tout petit peu de profondeur. Un poco. Tac, tac. Et de toute façon, je vais redéfinir tout ça à la fin au bic. Ah, j'ai envie de faire les sourcils là, et en même temps, c'est pas une bonne idée parce que c'est pas encore sec, mais en même temps, ce sera pas sec. Donc autant y aller là. Faire des sourcils un peu plus foncés. Si j'y vais mollo, il y a peut-être moyen de... Oh, faut vraiment que je retaille mon pinceau, ça va pas du tout. Il part dans tous les sens, là, du coup, j'arrive pas à le contrôler. Enfin, j'arrive pas à bien le maîtriser, surtout. Voilà. Ah, peut-être c'est... hop, faudrait peut-être que je redessine juste un peu ses yeux aussi. Ouais, juste ses yeux. Pas le reste, je le ferai vite. J'ai envie de faire le reste, mais il faut pas. Je vais tout faire au bic, ce sera plus sympa. Ça et ses cheveux, on va faire une espèce de vert un peu jaune pour continuer un petit peu sur le vert du costume. Ça devrait être pas mal. Ça devrait. Bon, là, par contre, il faut que j'attende un tout petit peu que ça sèche avant de repasser au bic. Oui, parce que j'utilise un bic. C'est un outil d'ancrage que j'apprécie beaucoup parce qu'on peut vraiment... Regardez, c'est n'importe quoi ce pinceau. Faut vraiment que je le retaille. Ils sont bien Borchini Bonazzi, mais j'avoue que celui-là, en fait, je l'utilise tellement souvent. Du coup, il a tendance à vite s'abîmer. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Faudrait que je leur demande comment je peux entretenir le truc à la limite. Et du coup, ouais, j'ai pas dit. Alors, j'ancre avec le... C'est rare, hein, c'est rare, mais j'ai énormément ancré pendant une période avec du Bic. Et j'ancre là avec un Crystal Fine de chez Bic. C'est un Bic, mais pas n'importe quel Bic. C'est un Bic très très fin. Je crois que c'est le plus fin, hein. J'en ai pas trouvé de plus fin. Et ce que j'aime bien avec le Bic, c'est quand même on a un noir assez profond, on a une espèce de mini rendu satiné comme ça qui est assez agréable avec l'aquarelle qui est assez mat, qui est très mat d'ailleurs. Ce qu'il faut juste faire gaffe, c'est à pas mettre d'encre partout, hein, parce qu'on a cette espèce d'encre un peu visqueuse qui s'accumule sur la pointe. Et il faut se méfier à chaque fois avec les bics et les points et ce genre de stylo parce que souvent c'est de l'encre gel. Et l'encre gel, ça n'a pas du tout le même rendu. De toute façon, l'encre gel, c'est simple quand il faut les tester. Il ne faut pas hésiter à les tester avant d'acheter. L'encre gel, vous pouvez pas faire de dégradé avec. Vous avez une encre liquide, souvent à l'eau d'ailleurs, qui coule, je vais y arriver, qui coule net, qui coule tel quel. Alors que l'encre visqueuse un peu du Bic, qui est une encre un petit peu grasse, un peu huileuse, du coup on peut vraiment faire des traits hyper légers et forcer dès qu'on a envie. Et moi comme j'ai tendance à faire plusieurs traits sur le même trait, c'est un truc qui me va
assez bien. C'est un outil qui me va assez bien. C'est plus le mot. Là, pareil, moi qui ai tendance à un peu charger mes dessins, ça me permet de faire un ancrage quand même au final assez léger. Et puis voilà. Tout simplement. Ah, j'avais dit que je ferais dépasser les cheveux. Alors attends, comment je peux faire? Les copains, on va passer à la phase de découpage. Attention. Je vais juste signer. Où est-ce que je vais signer? Pour quand je vais découper, que ça reste là. Hop. Voilà. Et du coup, alors attendez, il faut que je mette tout ce bazar par terre. Ça aussi. Sans tout renverser. Et donc, il faut que j'arrive à amener... Hop là, parce que je n'avais pas prévu, hein, comme d'habitude, mon super tapis de découpe. Regardez, de toute beauté. Et mon petit cutter scalpel pour faire ça, j'espère que ça va le faire, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Normalement, ça c'est quand même du 600 grammes, donc j'espère que ça va aller. Et on est parti. Alors, est-ce que ça découpe? Oh, ça a l'air. Ça a l'air de le faire pour l'instant. Ah, c'est pas encore ça. Hein. Vous allez peut-être me voir me couper en direct. Ah, pourtant j'arrive à le couper. Hein, mais ouais. Et alors attends, hop. J'appuie comme un barbare dessus. Je suis obligé de le faire comme ça. Pourquoi tu coupes de la sorte? Parce que ouais, c'est l'idée. Alors oui, je coupe de la sorte, c'est vrai que en fait, je vais les faire gagner avec le Ulule, ces petits personnages en fait. Donc je les découpe un petit peu. J'avais fait ça en fait en festival sur mon stand. Et il y a des gens qui arrêtaient pas de me dire ah vous les vendez, vous les vendez. Je fais non bah non je les vends pas, c'est juste de la déco de mon stand, c'est juste ça. Et du coup je me suis dit oh là ce serait marrant. Tu sais, pour chaque Ulule je propose des originaux que je fais gagner en loterie ou ce genre de choses. Et là je me suis dit ah ce serait marrant de faire ce genre de petits personnages à gagner en loterie. Voilà l'idée. C'est pour ça que je m'amuse à les découper comme ça. Parce que je trouve que ça a une autre comment dire ça, ça prend une autre forme, tu sais, de présentation, le fait de le découper de cette manière. Alors, par contre, comme je fais ça sur du 640 grammes, forcément, c'est un peu plus compliqué. Là, où est-ce que ça se découpe pas? Alors, ça se découpe pas ici. Voilà, on y arrive. Ah, un petit blanc trop. Ouais, je peux récupérer après. Là, c'était bon là aussi. Et ici.
Ça fait comme un genre de sticker original, quoi, un peu dans l'idée. Et je trouvais ça joli. Je suis ouvert à la critique. Attendez que je ne m'embête pas à découper. Là, non, là c'est pas fait. Voilà. Je le dévisse le truc tellement j'appuie comme un barbare dessus. Ah ah, on y est. Hop, tadadam. Faut que je rectifie 2-3 trucs, mais voilà un petit peu ce que ça donne. Regardez, c'est mignon. Non, c'est pas mignon. Du coup, comme c'est du 640 grammes, ça se tient. On peut le poser comme ça dans un coin. On peut l'encadrer si on a envie. J'avais fait un cadre sous un verre contre verre. Du coup, on a l'impression qu'il flotte un peu dans l'air comme ça. C'était fort joli. Voilà. Voilà le résultat final, les copains. J'espère que ça vous a plu. Ce sera à gagner du coup pour quand on arrivera au 25% à Ulule, je ferai un tirage au sort et puis il y aura quelqu'un qui repartira avec. Et puis je vais en faire un tous les 25, donc 50, 75 et 100%, bien sûr. Et voilà. J'espère que ça vous plaît. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle était un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, mais voilà, du coup, campagne Ulule en ce moment, donc forcément, hein, c'est l'occasion qui fait le larron. Je sais pas pourquoi. Et du coup, voilà. Bon, après, j'ai quand même testé un petit truc, voilà, papier Magnani, 640 grammes, avec de l'aquarelle par-dessus, et vous voyez le résultat du papier, il est vraiment super intéressant. On retrouve un peu le même principe que du papier Arche, tout ce qui est papier 100% coton. L'avantage du 640 grammes, c'est qu'il condole quasiment pas, donc du coup, on a vraiment une diffusion de l'aquarelle qui est très très homogène. Sauf quand on joue bien sûr sur le temps de séchage, mais on va pas avoir de creux qui vont se former comme sur un papier aquarelle 300 grammes qui va avoir tendance, si on le tend pas, à gondoler un petit peu. Donc voilà. Donc ça, au moins je vous ai quand même montré ça aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Ulule, et si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à soutenir, hein, ça ne me fera que plaisir. Et puis je vous dis au prochain épisode. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, je vous mets le lien Ulule dans la description. Et en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut, salut.